5. Qu'est le droit dans la tradition d'origine romaine? D'une équivoque sur la nature du droit à Rome. Il règne dans le public d'étranges conceptions. L'esprit juridique hérité de Rome serait synonyme de légalisme. Qu'est-ce qu'un juriste pour le commun des honnêtes gens? Un maniaque des formes, incapable de voir la vie autrement qu'à travers les textes et ne sachant que déduire à partir des textes. Depuis l'œuvre des fameux légistes de Philippe le Bel, une éducation hélas trop latine nous eût infusé le culte des lois, synonyme de droit. N'est-ce pas le même vice que dénonce la littérature chrétienne progressiste? Constantin serait responsable d'avoir fait de l'Église une institution légaliste, là où devait régner l'esprit et la libre recherche en matière de théologie et de morale, injecter le juridisme romain. D'où procèdent ces lieux communs? De certaines philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Hegel attribuait au moment de la domination de Rome le dépassement des libertés grecques. Lorsqu'il parlait de l'histoire romaine, il avait en vue l'époque impériale. Un apport de l'esprit romain aurait consisté dans l'œuvre impériale de codification des lois qu'on imaginait analogue à l'entreprise du même nom intervenue à la fin du XVIIIe siècle. Hegel s'inspirait des ouvrages de Gibbon et de Montesquieu qui avaient reconstruit à leur guise, pour combattre l'absolutisme des modernes, une histoire de Rome. Déjà, Leibniz, qui a consacré une part de ses efforts à fabriquer des projets de législation au service des princes de son temps, feignait de découvrir à Rome un système cohérent de lois logiquement déduites. Il allait jusqu'à qualifier les juristes romains d'émules d'Euclide. Mais il y a un malentendu, confusion entre le droit romain et le droit dit savant, opposé aux coutumes locales avec lesquelles avait à faire aussi la pratique. Mis à part le droit canonique, fut abusivement dénommée romaine toute doctrine touchant aux questions de justice sociale professée en langue latine et transmise aux facultés de droit, en particulier le système de l'école moderne de droit naturel. Or, celle-ci s'était constituée contre le droit civil romain et ses fondateurs affichaient leur hostilité à la science juridique romaine. Leur ambition fut de construire un autre droit dit universel, ius universum, dont les principes ne sortaient pas du corpus juris civilis, mais bien plutôt des traités de la seconde scolastique, d'une morale chrétienne stoïcienne, du nominalisme hérité des derniers siècles du Moyen-Âge, du système de Hobbes auquel puise déjà largement Pufendorf, des idées de Locke qui bientôt envahissent l'école, et pour la méthode du cartésianisme, du rationalisme de Leibniz. Sur les pandectistes s'imposera l'influence de Kant, mais une grande partie de ces auteurs prétendant au titre de romanistes, il arriva que leur système passa pour romain, et ce sont leurs définitions du contrat, du droit subjectif, de la propriété, leurs théories des sources du droit qui sont reproduites dans nos manuels de droit romain. Il faut réagir contre cet équivoque et réapprendre à opposer au droit des romanistes modernes le droit des Romains. Toute définition du droit résulte d'une philosophie. Je me hasarde à suggérer que les juristes romains n'avaient pas lu Hobbes ni Descartes, dont se nourriront les Pufendorf, les Thomasius et autres professeurs de l'école du droit naturel. Nous sommes imbus de façon plus ou moins directe de philosophies anciennes. Les Romains en étaient indemnes. Leur science ne saurait s'inspirer que des systèmes philosophiques reçus en leur temps. Nous n'avons chance de la ressaisir qu'à l'aide des philosophies grecques, spécialement, j'ai montré pourquoi, de la philosophie du droit d'Aristote. Fondation de l'aris iuris, l'art du droit. Revenons sur le texte de Cicéron, tiré de son traité de l'orateur. Au dire de Cicéron, des jurisconsultes de la fin de la République, imitant l'œuvre réalisée par les Grecs en d'autres domaines, imaginèrent de faire du droit un corps de doctrine cohérent, reducere ius in artem. Il est d'autres signes de l'intérêt de Cicéron pour cette entreprise. D'après Aulugele, il aurait écrit un ouvrage aujourd'hui perdu, De iure civili in artem redigendo. Si j'avais signalé ce texte, c'est qu'en Europe, et notamment au XVIe siècle, dans l'école de la jurisprudence humaniste, beaucoup de juristes le mirent en relief. Je rappelle le thème. Pour constituer le droit en art, opération qui présentera des avantages pédagogiques, il faut, à l'exemple des Grecs, se donner d'abord un concept de la finalité de l'art juridique, définir le droit. Et toute la structure du langage scientifique du droit, l'ensemble des notions techniques, devront logiquement découler de cette définition première. Citergo in iure civili finis hic, legitimae atque usitatae in rebus causisque civium
conservatio. J'avais dit que cette définition du droit observé dans son dynamisme et donc définie par sa fin était aristotélicienne. 1. Ce qu'il s'agit de définir est le droit civil, jus civile. D'après Aristote, il est de la nature du droit au sens strict d'être politique. Le droit au sens strict serait inutile à l'intérieur d'une famille, où le patrimoine est commun et les biens du père profitent au fils. Il n'est pas de droit au sens propre dans les relations entre cités ou citoyens de cités diverses. La réalisation du droit présuppose un juge, discastes. Il y faut une procédure, des institutions qui n'existent que dans une cité. Le droit véritable s'exerce à l'intérieur d'une même cité et Aristote le qualifiait de dikaion politikon, que traduit le latin jus civile. 2. Quelle sera la fin poursuivie par le droit civil? Aequabilitas, ce qui est possible d'atteindre. Bilitas. Il est exclu que le juriste atteigne à la perfection. Sa dialectique n'aboutit qu'à des vraisemblances, en fait d'aquitas. Les termes aquitas, aecum, correspondent aux mots grecs ison et anologon. Égalité non pas simple, dite arithmétique, mais proportionnelle, adaptée à la qualité des personnes. L'objet du métier juridique est de chercher une proportion dans le partage des biens et charges. 3. In rebus. Le partage concerne les biens extérieurs, res. Nous traduisons en français chose. Le sens du latin res est plus large. Il ne s'agit pas uniquement de choses matérielles, corporelles. L'ontologie cartésienne, avec sa stricte séparation entre l'esprit et la matière, n'est pas encore passée par là, mais tout aussi bien, on le verra bientôt plus encore, des intérêts incorporels. 4. Causisque. Le droit n'entre en scène que s'il y a litige. Causa, c'est l'affaire litigieuse, le point dont on va discuter au cours du procès. Tout le plan d'Emmanuel Romain, fruit de l'invention de cet art juris civilis. Les instituts de Gaius offrent l'exemple le plus célèbre. Gaius divisera l'exposé du droit romain en 3 parties, ayant premièrement traité des personnes entre lesquelles a lieu le partage, ensuite des res, les actions. Les actions paraissent correspondre au causae, l'un des éléments de l'aris iuris, selon Cicéron. 5. Civium. Dans ce droit politique qu'est le jus civile, les personnes au statut divers qui profitent de la répartition juridique des biens et des charges sont les citoyens. Le droit n'a pas à se mêler de l'ordre interne de la famille, aux relations du père avec ses enfants et les esclaves, ni des relations entre cités, car le juriste ne saurait déterminer une proportion qu'entre des personnes différentes mais égales à certains égards. Les ressortissants d'une même famille, unis par l'amour, communiant dans la même vie économique, ne sont pas suffisamment autres les uns relativement aux autres. Le fils est quelque chose du père, le facteur d'égalité manque entre citoyens et étrangers. 6. Usitatae. Je vois ici une invitation faite aux juristes de rechercher la juste proportion à laquelle tend l'art juridique, aquabilitas. Dans l'usage, la coutume, les mœurs, par la voie de l'observation des réalités sociales. Le droit n'est pas un produit de la raison pure, la projection de l'idéal qu'aurait engendré notre esprit. Étant lui-même chose, il se cherche à travers les choses. 7. Legitimae. Et pourtant le juge tiendra compte de définitions et règles générales. Toute dialectique, y compris la dialectique judiciaire, vise en effet à poser des règles générales. Et le juge respecte les lois constitutives de la cité, qui ont imposé certaines conduites, orienté les mœurs, édifié les institutions judiciaires, organisé la procédure. Non que les solutions soient dictées au juge par un système législatif, procédant des pouvoirs publics, il n'existe à Rome, non plus qu'en Grèce, rien de comparable à ces codes qui régissent le droit moderne, à la composition desquels aboutirent à la fin de l'époque moderne les travaux de l'école du droit naturel. Le droit est poursuivi de proportions justes et cet office, dont Cicéron souligne la spécificité, relève en dernière analyse des jurisconsultes. Cette formule concise, c'est la loi du genre, toute définition doit être ramassée, dit l'auteur in paucis verbis, est un condensé des thèses découvertes au sein de l'éthique d'Aristote, en notre précédent chapitre. Il se pourrait que Cicéron les recopiait de quelques modèles grecs. Mais, objectez-vous, Cicéron passe pour peu représentatif du génie juridique romain. Dans ses œuvres de philosophie, il s'était donné pour fonction de transposer en langue latine, à l'usage de ses compatriotes, ce qu'il avait compris des philosophes grecs. Ai-je tort de temps m'attarder sur ce témoignage? À cette objection, une réponse, interrogeons la littérature juridique.
Principe du droit dans le digeste. On sait que la science juridique romaine se transmit à l'Europe à l'intermédiaire du Corpus Juris Civilis, compilation du VIe siècle éditée à Constantinople sur l'ordre de l'empereur Justinien, redécouverte au Moyen-Âge par les glossateurs et mise au programme des écoles de droit depuis la fin du XIe siècle. Vaste corpus formant une mine de littérature, nous laisserons de côté le Code et les Novelles de Justinien, recueil de constitutions impériales dont le plus grand nombre date du Bas Empire, mais exploiterons les instituts, ouvrages d'enseignement, et pour commencer le Digeste. Le Digeste fut longtemps le meilleur moyen dont on disposa pour la connaissance du droit de l'époque classique. Or ce recueil, qui n'est pas composé sans ordre, s'ouvre par l'exposé des principes de la science du Jus Civile. Il emprunte aux introductions de manuels rédigés à l'époque classique pour l'éducation des juristes, rien de plus naturel. Comme l'avait marqué Cicéron, c'est afin de rendre plus facile l'étude du droit qu'a été créé l'aris iuris. Il existe un lieu reconnu dans l'Antiquité entre les efforts entrepris pour mettre en forme scientifique les divers secteurs de la connaissance et les besoins de l'enseignement. Dans les ouvrages didactiques sont données les définitions les plus générales. Au Moyen-Âge, et plus encore au XVIe siècle, le premier titre du Digeste de Justitia et Iure fut l'objet d'une floraison luxuriante de commentaires. On prenait soin d'établir d'abord les fondements. Il tend à être moins cultivé par les romanistes du XXe siècle. Remarque, nous n'y trouverons pas, comme chez Cicéron, les formules mêmes des fondateurs, des traités des jurisconsultes de la fin de la République, époque de la constitution de la nouvelle Aris Iuris Civilis. Il ne subsiste quasiment rien. Le Digeste est formé de fragments extraits surtout des ouvrages de l'époque impériale. J'y relèverai quelques infiltrations de courants philosophiques nouveaux, une influence peut-être accrue de la morale stoïcienne et par hypothèse du christianisme. Mais cela change peu. Il semble que les jurisconsultes des IIe et IIIe siècles, conscients de la valeur des concepts sur lesquels était édifié l'art du droit civil, les aient à peu près conservés. Le goût des changements qu'alimente en nous le dogme du progrès n'est point une attitude courante dans l'Antiquité, surtout pas de la corporation des jurisconsultes. On y a le culte de la tradition. Même Justinien et ses ministres, dont quelques historiens ont noté les tendances archaïsantes. Ensemble de textes trop oubliés, je me contenterai d'en reproduire 10 exemples significatifs en y joignant ce commentaire. Il est frappant de retrouver dans ce premier chapitre du Digeste la même structure, la même démarche que dans l'éthique d'Aristote, et mis à part quelques additions, la même substance. La justice. Ainsi qu'Aristote, le jurisconsulte romain accède au droit par la justice. Le droit constitue un élément, l'objet ou la cause finale de cette espèce d'activité habituelle qu'est la justice. Commencement de l'ouvrage. À qui va travailler le droit? Il est nécessaire de connaître d'où dérive ce mot. Justice est autem a justitia appellatum. En effet, selon l'élégante formule du juriste Cels, le droit est l'art du bon et de l'équitable, recherche d'une juste proportion. Ius est aris boni et acqui. On raison ceux qui nous appellent prêtres de la justice, car nous cultivons la justice, nous professons la connaissance du bon et de la bonne proportion, opérant le discernement du juste et de l'injuste. Nous autres juristes cultivons la philosophie véritable, pas son simulacre verbal. Quelle forme de justice? Ici quelques flottements entre ce qu'Aristote nommait justice générale et justice particulière. La définition du juriste Cels, avant de préciser que le droit est l'art de l'aecum, égalité proportionnelle, commençait par lui affecter le service du bien, ius est aris boni et acqui. Pourtant, les juristes romains ont fort bien compris le concept de justice particulière et semble-t-il dans le droit civil opter pour cette seconde espèce. De la justice est une volonté constante et durable. Cette partie du texte porte encore une coloration stoïcienne, d'attribuer à chacun son droit. Ius suum cuique tribuere. Les 3 derniers mots de cette définition sont familiers aux moralistes et rhéteurs de l'Antiquité, et sans doute beaucoup l'appliquaient à la justice générale. Cette vertu sociale qui tendait à ce que chacun fût mis à sa juste place éteint son rôle propre dans le tout. Mais pour les juristes, il s'agit d'attribuer à chacun son ius, son jus, ainsi que nous le vérifierons, une portion de bien ou charge extérieure. Plus tard, les romanistes modernes falsifieront cette formule en substituant à tribuere le mot reedere,
rendre au prochain ce qui lui est dû, comme si l'on savait à l'avance la consistance de la dette. Non, l'office du juge n'est que d'attribuer, donc déterminer les iura respectifs de chaque citoyen. 3. Au sens contraire semble raisonner le passage qui suit, exposant les préceptes du droit, praecepta iuris. Iuris praecepta sundaec, honeste vivere, alterum non laedere, suum queque tribuere. La maxime vivre moralement ressort à la justice générale. Mais le romaniste Félix Senne nous a appris à mieux lire ce texte. Il y faut tenir compte de la technique ancienne de la définition. Elle commence par l'indication du genre, auxquelles doivent succéder les différences spécifiques. N'est à retenir que le dernier terme, seul il détermine en définitive la fonction de l'art juridique. Suum ius quoique tribuere. Le droit. 4. De la justice, on passe au droit par l'intermédiaire du juste, objet de la vertu de justice. La jurisprudence, dit encore Ulpien, est la science du juste et de l'injuste. Justi atque injustitientia, ou de laecum, ison et analagon. Ius est aris boni et acqui. Cette formule aussi devrait être lue selon Félix Senne en retenant le dernier terme, aecum, pour spécifique du droit. 5. Au même titre, premier du digeste, nouvelle définition du droit empruntée au juriste Paul est plus complexe. Elle énumère une pluralité d'acceptions. Le mot s'entend de façon multiple, comme Aristote avait coutume de le dire de l'être ou de la justice et d'une quantité d'autres termes. Ius se dit de plusieurs façons. Il peut désigner ce qui est juste, aecum, et bon universellement. Tel est le ius naturale. Ou bien ce qu'il est dans quelques cités est utile à tous ou plusieurs, tel est le droit civil. Écho de la philosophie d'Épicure, je ne crois pas que l'intention de Paul soit d'opposer l'utile au juste. J'y vois plutôt une reprise de la distinction aristotélicienne entre le juste naturel et le juste positif ou conventionnel. Le droit naturel, dikaion physikon, d'après l'éthique à Nicomaque, est le juste en soi qui peut être reconnu comme tel universellement parce qu'il ne doit rien à nos conventions. Positive est la part du juste, dikaion nomikon, qui procède de l'opinion et de la convention des hommes. Aussi varie-t-elle selon les régimes. Dans les cités démocratiques, elle sert les intérêts de tous, chez les oligarques d'un petit nombre. Les mesures du jus civile diffèrent d'une cité à l'autre. 6. Si l'on continue la lecture du texte de Paul, on y apprendra qu'est aussi qualifié de jus le droit honoraire, jus honorarium, décrété par un magistrat, quelle que s'avère la valeur de ses décisions. On dit que le prêteur rend aussi du droit, alors même que sa décision n'est pas conforme à l'equitas, non parce que le prêteur s'est ainsi conduit, mais à cause de ce que normalement il convient au prêteur de faire. Praetor quoque ius redere dicitur, etiam cum inique discernit, relatione si licet facta non ad quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. En fin de compte, le langage romain distinguera le droit, jus, et le juste, id quod justum est. Le latin dispose de deux termes, là où le grec n'en avait qu'un, to dikaion. Le juste est la fin poursuivie. Le droit, ce que l'on est parvenu à en découvrir et formuler positivement. C'était déjà pour Aristote la vocation de dikaion, d'être déterminé de façon plus ou moins imparfaite. Faudrait-il en conclure qu'à Rome, le droit ait pris forme de loi, que les jurisconsultes romains fussent déjà conquis au positivisme juridique? Je ne voudrais pas sous-estimer le rôle des lois à Rome. On trouve chez Tite-Live cette formule que la loi des 12 tables eût été la source de tout le droit romain public et privé. En effet, la loi détermine l'organisation judiciaire et la procédure, si bien que sans elle, indépendant d'elle, ne pourrait pas exister de jus civile. Par contre, on ne saurait soutenir que les sentences soient déduites des lois, que les fondateurs de la science juridique romaine aient enfermé le droit dans un système législatif. Les lois et le droit constituent des sphères distinctes, encore qu'elles puissent interférer. Au digeste, après les deux titres portant sur les principes du jus, vient un troisième séparé relatif aux lois. On y commence par reproduire quelques définitions du nomos, emprunté au grec, relative à la loi régissant l'ordre et la morale de la cité. Le droit possède une fonction propre et des organes autonomes. Il est à titre principal un produit jurisprudentiel.
Production des règles de droit. 7. Pomponius. C'est ainsi que dans notre cité, il existe des institutions fondées sur la loi, appelées en un premier sens juridiques. Mais le droit civil, au sens propre, consiste en l'absence de toute loi écrite, en cela seulement qui résulte du travail d'interprétation des jurisconsultes. Aut est proprium, ius civile code sine scripto in sola prudentium interpretation consistit. L'absence d'écrit sine scripto n'est sans doute pour le ius civile qu'une sorte d'hypothèse historique, étape archaïque, que Pomponius, dans le même texte, avait auparavant décrite. Le travail d'interprétation des jurisprudents, il ne saurait ici s'agir d'exégèse des lois, mais d'intelligence et d'interprétation des mœurs, aura pour effet de produire des définitions et règles générales de droit, de conférer au droit la forme de l'écrit. Ils sont parvenus à ce résultat par une méthode originale sur laquelle nous sont apportées dans ces premiers titres du digeste quelques informations. 8. La jurisprudence peut être définie à l'intérieur d'une connaissance des réalités divines et humaines, la science du juste et de l'injuste. Jurisprudentia est divanarum atque humanarum notitia justi atque injustitientia. J'ai traduit le texte en tenant compte des indications de Félix Sen. La jurisprudence arrive à son but, remplit sa tâche propre, détermination du juste et de l'injuste en découpant à l'intérieur de la connaissance générale des choses un champ d'étude plus restreint. Elle constitue l'un des secteurs de la philosophie, science des choses divines et humaines. Le métier juridique n'est pas déduction opérée à partir de lois impératives, il est travail de connaissance. Le dikaion est lui-même chose que le juriste devra découvrir par l'observation d'exemples empruntés à la réalité sociale plus souvent injuste que juste, qui pour la plupart devient de la justice. Là-dessus s'exerce la méthode de la controverse dialectique. Ainsi s'est formé le droit civil romain par la discussion sur les causes. La cause, c'est la chose, l'affaire litigieuse, le rapport social mis en question, une fois circonscrite et définie pour servir d'objet à la controverse judiciaire. Yann Thomas vient de le montrer. Le langage juridique romain s'est élaboré par la nomination des causes distinguées dans la profusion des cas judiciaires. Méthode casuistique restée à l'honneur dans le common law. Il est curieux de constater qu'elle trouve à nouveau la faveur de nos théoriciens du droit. À partir de l'étude des choses justes et injustes, discernant le juste de l'injuste, la jurisprudence s'élève à des connaissances générales, parvient à former des définitions, règles, sentences, opinions de jurisconsultes, déterminations qui ne vont pas, on l'a vu plus haut, sans quelque arbitraire. Si le droit, jus en définitive, est le juste, défini et déterminé, il va tendre à s'identifier momentanément à l'ensemble des règles jurisprudentielles. S'y ajouteront les ordonnances des magistrats responsables de la procédure dans le texte de Pomponius, le droit honoraire. Plus tard, les sentences des juristes de la cour impériale, rescrits impériaux qui ont formé la majeure partie des constitutions, furent égalisées à des lois, c'est-à-dire qu'elles bénéficièrent d'une autorité analogue à celle des lois de la cité. Et déjà sous la République, quelques points de droit dispersés intéressant l'ordre public avaient fait l'objet de réglementations des assemblées législatives. Mais rien de comparable au code des États modernes, ni de plus étranger au positivisme que l'esprit juridique romain. 9. De Paul, la fonction de la règle est de décrire brièvement une réalité. Aussi ne faut-il pas que le droit soit tiré de la règle, mais que du droit qui existe soit tiré la règle. Regula est caerem, cae est breviter enarat, non ex regula jus sumatur, sed ex jure code est regula fiat. Bien que les auteurs du digeste aient mis cette maxime à la place d'honneur au début de son dernier titre, De Regulis Juris, qui recueille les règles principales du Jus Civile, il se pourrait que tous les juristes à Rome n'y eussent pas souscrit. Elle vaut pour une espèce de texte regulare juris, produit du travail scientifique des jurisconsultes, destiné à un usage principalement didactique. Ignorerions-nous qu'il existe une distance considérable entre le contenu de nos manuels et le droit tel qu'il est. D'autres textes juridiques romains, déterminant certains points autoritairement, veulent être obéis à la lettre et interprétés avec une logique rigoureuse.
Et pourtant, ces règles, sentences, définitions de jurisconsulte, elles font la substance du digeste et l'essentiel du legs de Rome au droit de l'Occident. C'est là que se sont alimentés les juristes européens et jusqu'aux auteurs de notre code civil. Les règles juridiques ne sont pas le droit, elles décrivent le droit. Le droit est chose qui leur préexiste. Jus quod est, objet de recherche permanente et de discussion dialectique à laquelle ne coïncideront jamais nos formules. Parce que les règles décrivent le droit de façon toujours incomplète, on aurait tort de leur attribuer une autorité absolue. 10. Toute définition juridique est aléatoire, se prête à être réfutée. Périodiquement, il faut la remettre à l'épreuve de la discussion, au-delà des règles, au-dessus des textes et la réalité du droit. Voici donc un droit qui ne tombe pas d'en haut, ne découle pas d'un souverain, d'une doctrine de théologien ou de moraliste, et ne s'enferme dans les lois. Il procède d'une espèce de science que Cicéron avait comparée aux arts de la grammaire et de la musique, relevant des jurisconsultes. Je viens de parcourir l'introduction générale au droit du digeste, qui pour nos ancêtres était l'ABC de l'éducation juridique. Je n'y ai rien trouvé qui ressemblât à nos droits de l'homme, à l'idée moderne subjectiviste du droit, liberté d'un sujet, ou commandement d'un pouvoir, mais combien plus riche est tirée de l'observation réaliste des activités judiciaires. La notion grecque du droit, rapport à reconnaître et déterminer dans le partage des choses entre citoyens. Me reprochera-t-on d'avoir choisi arbitrairement parmi les textes du corpus juris civilis? J'en ai tiré une collection de principes généraux, pas encore la définition en forme et complète du droit. Eh bien, complétons notre enquête, et que notre lecteur s'y résigne, encore un chapitre sur le droit romain.